L'invité de la rédaction ce matin est Denis Péchanski. Denis Péchanski, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir fait le déplacement en direct ce matin dans nos studios. Je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que vous êtes historien, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et des sciences de la mémoire et directeur de recherche au CNRS. Vous êtes co-responsable scientifique du programme 13 novembre et co-auteur du livre événement 13 novembre, des témoignages, un récit publié aux éditions Odile Jacob et qui sera l'objet de notre entretien. Alors c'était il y a 5 ans, le vendredi 13 novembre 2015 avait lieu à Paris, à Saint-Denis, les attentats les plus meurtriers jamais commis en France. Il y a 5 jours, la France commémorait cette tragédie, un traumatisme encore présent dans les mémoires individuelles et la mémoire collective. Chacun d'entre nous d'ailleurs se rappelle ce qu'il faisait ce soir-là. Alors, à quelle mémoire ces attentats du 13 novembre chez les survivants et parmi les Français? Comment se construit cette mémoire collective qui parfois peut nous jouer des tours, la mémoire? De quelle manière peut-on lutter aussi contre l'oubli? Autant de questions qui surgissent à la lecture de votre ouvrage, qui, je rappelle, est coécrit avec la sociologue Laura Natiez et Cécile Auchard. Une expérience de lecture unique, un événement traumatique reconstitué au travers 170 extraits du recueil de 360 témoignages de ceux qui ont survécu ce soir-là au Stade de France ou à la terrasse de la Belle Équipe ou du Petit Cambodge ou encore du Bataclan. Comment et quelle a été votre démarche dans l'écriture de ce livre ? Écoutez, dans l'écriture de ce livre, il y a à l'origine un programme de recherche sur la mémoire du 13 novembre, avec l'idée un peu folle qu'on allait essayer de suivre 1000 personnes pendant 10 ans, qu'on interrogerait à 4 reprises. Et de fait, la première fois, en 2016, ce qui est à l'origine de ce livre, on avait 934 personnes. Sur ces 934, il y en avait 360 qui étaient au plus proche de l'événement, ce qu'on appelle des personnes exposées. Soit des victimes, soit des témoins, soit des policiers, des magistrats, des politiques, des médecins et des parents endeuillés. Et c'est ce cercle 1, comme on l'appelle dans notre jargon, qui a servi de base. Donc les 360 témoignages qui ont servi de base à l'écriture de ce livre. C'est elle qui a fait l'essentiel du travail en première phase, c'est-à-dire Laura Natiez, a pris des témoignages comme pour les emboîter en quelque sorte. Et effectivement, on n'a pas 170 extraits, on a 170 témoins qui quelquefois sont cités 3, 4, 10 fois. Et on croise pour reconstruire un récit. C'est une histoire-récit, c'est un récit polyphonique et une forme de récit vrai parce qu'on a pu croiser ces témoignages. Alors, j'imagine que vous avez été contraint de sélectionner les témoignages pour aboutir à cet ouvrage. Qu'est-ce qui a présidé à la sélection de tel ou tel témoignage ? Alors, je vous dirais qu'on a... Je ne sais pas si on peut parler de sélection. Vous avez raison, bien sûr, on n'a pas présenté 360 témoignages intégraux. Pour vous donner une idée de la première phase en 2016, on a 1431 heures d'entretien audiovisuel, puisque l'INA et le CPAD donnent leur service de spécialistes pour construire en quelque sorte une forme de patrimoine de la mémoire du 13 novembre. Donc à partir de cette masse, on s'est dit alors on va choisir, reconstituer les événements et chaque épisode doit être illustré, construit à partir d'extraits d'un témoignage en verbatim. On a respecté, on pourra en reparler parce que c'est une forte charge émotionnelle, l'oralité du témoignage. Mais derrière chaque témoignage, on en a 5, 10, 15, 20, ou 2, 3, 4, peu importe, mais qui disent à peu près la même chose, qui nous permet de dire que ce témoignage est un témoignage qui approche de la vérité. Et en même temps, à partir de là, vous avez raison de pointer la question du choix. On était sur une ligne de crête. Soit
on édulcorait, et c'était oui au pays des terroristes, en évacuant la réalité de l'horreur, soit on tombait dans le trash, et c'était du voyeurisme. Et la ligne de crête, c'est d'éviter et l'un et l'autre. Le pathos, et de rester dans la réalité du témoignage. Alors, la richesse de cet ouvrage, c'est également la pluralité des témoignages. Ceux des survivants, mais aussi des témoins, des intervenants de toutes sortes, les soignants, les pompiers, la police. Comment faire coexister les mots de tous ces acteurs directs ou indirects de ces attentats du 13 novembre? Comment l'historien aussi que vous êtes arrive-t-il à donner une cohérence à des récits si différents, peut-être même une interprétation, une représentation différente du même fait? Voilà, quel a été votre... Écoutez, c'est exactement cela. C'est-à-dire qu'on essaye de faire des récits en miroir. Vous savez, quand vous rencontrez des témoins, enfin pas des victimes, bon, je veux dire... ils vous disent pas les méchants policiers qui sont venus nous sauver. Hein. Il y a un lien extrêmement fort. Alors qu'on est dans un milieu, vous imaginez Bataclan, terrasse, très très gauche, très engagé, très militant. Mais enfin, faut pas toucher aux policiers du 11e ou à la BRI. Hein. Bon, et au RAID qui est venu un peu après la BRI. Il y a quelque chose qui s'est tissé entre eux. Il y a des liens extrêmement forts. Et lié à cet événement extraordinaire. Mais pour rendre compte d'un événement extraordinaire, faut croiser les points de vue, non pas pour ou contre, je dirais les regards en fonction de l'endroit où on est. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais vous donner un témoignage, et je ne vais pas rentrer dans le détail, il vaut mieux pas. Il y a un commissaire qui est rentré dans le Bataclan. Bon. C'est d'ailleurs la secrétaire générale qui l'a interviewé du programme, Karine Klein, et elle commence en lui disant voilà, on va engager notre entretien. Il lui dit mais est-ce que je peux rentrer dans les détails? Il lui dit mais vous savez, vous avez tout votre temps, n'hésitez pas, on est là pour écouter. Oui, mais les détails, c'est trash un peu. Et Karine de répondre, mais nous sommes des professionnels. Bon, puis après, à partir de là, on s'accroche à la table et on écoute. Alors, dans la restitution des attentats du 13 novembre, la figure de la victime a été au cœur de la restitution de l'événement, plus que celle du héros. Et pourtant, des héros, il y en a eu, notamment justement ce commissaire de police auquel vous faisiez référence au Bataclan. Comment vous l'expliquez? Eh bien, comment vous expliquer que la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, depuis le milieu des années 80, soit structurée autour de la figure? Mémoire dont vous êtes un grand spécialiste. J'ai un peu travaillé là-dessus. et elle est structurée autour de la mémoire de la figure de la victime juive. Et pourquoi, dans les années 60, elle était structurée autour de la figure du héros résistant? C'est que, avec le temps, la mémoire évolue, qu'on connaît ce que j'appelle des régimes mémoriels ou des configurations mémorielles différentes qui se structurent autour de personnalités, d'images, ou d'événements. Bon, là, depuis le milieu des années 80, on parle beaucoup et la figure de la victime juive et du régime de Vichy. Bon. Là, depuis les attentats terroristes, en tout cas autour du 13 novembre, dans une période où effectivement la victime envahit l'ensemble du champ mémoriel, quel que soit le domaine, c'est la mémoire de la victime qui est au cœur. Bon. C'est comme ça. C'est lié à un moment, à une sorte d'état de l'opinion, de la société, qui fait que c'est ça. Aux États-Unis, la mémoire du 11 septembre, il y a les victimes, mais c'est le pompier.
le pompier héros, ou bien ceux qui se sont levés lors du crash, avant le crash de Pennsylvanie, pour dire quitte à mourir, on va essayer de prendre le contrôle de l'avion. C'est devenu voilà. Et les présidents et le futur président, ils sont allés où? En Pennsylvanie. C'est ça. Nous, la mémoire du 11 septembre, c'est les tours, c'est les victimes. C'est pas le pompier. La mémoire du 11 septembre, chez nous, c'est la victime. On peut aller, ce que je souhaite personnellement, vers une sorte de convergence mémorielle où effectivement, vous parlez des policiers, mais je pense à Didi, qui est un personnage extraordinaire, qui était au Bataclan, qui a ouvert les portes quand il a vu, parce qu'il était responsable de sécurité, il les voit arriver, et il va ouvrir les deux portes de sortie de secours en disant « Allez, barrez-vous, levez-vous, barrez-vous ». Bon, c'est un héros, ce gars. C'est un héros, oui. Alors, Denis Péchanski, on vous écouterait encore des heures. Ainsi s'achève pourtant notre entretien. Je vous remercie et je renvoie à la lecture passionnante de 13 novembre, des témoignages, un récit paru aux éditions Odile Jacob. Et je vous donne rendez-vous vendredi pour un second entretien, toujours autour de la mémoire de ces attentats du 13 novembre 2015. Vous nous parlerez du programme 13 novembre. Merci infiniment. Très belle journée à vous. Merci à vous.